L'apparition de l'homme en Amérique du Sud remonterait à plus de 20 000 ans avant Jésus-Christ. La légende veut qu'en ce temps-là, le paradis terrestre recouvrait une bonne partie de la cordillère des Andes. Après de nombreuses civilisations précolombiennes, l'empire Inca naissait vers l'an 1200 de notre ère à Cusco, qui en devenait la capitale. Comme les Aztèques au Mexique et les Mayas en Amérique centrale, les Incas laissèrent de nombreux vestiges de leur civilisation. Le plus extraordinaire est sans aucun doute le Machu Picchu. Telle une presqu'île encerclée par le fleuve Urubamba, un affluent de la lointaine Amazone, qui gronde à ses pieds 800 mètres plus bas, Machu Picchu est une petite cité inca restée presque intacte et longtemps oubliée, perchée au sommet d'une montagne dans un site grandiose dominé par un sommet plus élevé, le Huayna Picchu, sorte de pic que gravissent des marches taillées dans la pierre au-dessus de l'abîme. Machu Picchu fut découvert en 1911 par le Nord-Américain Hiram Bingham, alors que les lieux abandonnés avaient été envahis par une végétation exubérante. Pourquoi et surtout comment des hommes ont-ils réussi à cette époque à construire une telle cité en un endroit si hostile et si inaccessible, avec autant de perfection et de maîtrise? La réponse se trouve à la base même de la civilisation inca. Organisation, croissance, travail collectif des masses et connaissances spécialisées. Édifiée et aménagée en fonction des différents étages de la montagne à 2300 mètres d'altitude, la cité Inca de Machu Picchu est organisée autour d'une esplanade centrale appelée place sacrée où convergeaient un certain nombre de zones à caractère bien défini. Zones religieuses, zones résidentielles dont une partie était réservée aux artisans, une zone réservée au logement du petit peuple, une zone industrielle, une zone agricole, une autre administrative avec prison, etc. Le tout relié par des ruelles et des escaliers très impressionnants. Un des aspects les plus intéressants de Machu Picchu est la façon dont ont été faites les terrasses pour les cultures de la zone agricole, à croire qu'elles sont suspendues dans le vide. L'irrigation parfaitement maîtrisée était assurée par l'eau des sommets environnants, amenée par de fins canaux de pierre jusqu'en ville où coulaient 17 fontaines. Mais sans aucun doute, le plus extraordinaire reste la maîtrise exceptionnelle dont faisait preuve la civilisation inca dans l'art de la construction.
La plupart des édifices étaient élevés sans ciment, avec des pierres taillées une à une au millimètre près, et qui s'emboîtaient si bien qu'il était impossible d'introduire la lame d'un couteau entre deux de ces pierres si parfaitement ajustées. Cela représentait un travail considérable qu'il est difficile à imaginer de nos jours, puisque des monolithes de plusieurs tonnes avaient été utilisés dans l'architecture inca sans savoir comment. Pour qui sait méditer, Machu Picchu, c'est autre chose que des pierres. C'est tout un ensemble, une atmosphère que l'on perçoit peu à peu au long de sa découverte, tout l'envoûtement de l'empire inca avec ses mythes, ses légendes et son histoire. Un empire difficile à gouverner en son temps à cause de son étendue, du relief hostile, des populations rebelles, des contradictions heurtant chaque ethnie d'un bout à l'autre de l'immense territoire. Les communications étaient difficiles à travers les Andes et les Incas n'ont pas hésité à tracer d'audacieux itinéraires de montagnes pour relier chacune de leurs cités inaccessibles. Sur l'un de ces chemins, au fond de la vallée de l'Urubamba, la vallée des Incas justement, se trouve Pisac, un important centre commercial de la période Inca entre les cités andines et la capitale, Cusco. C'est encore aujourd'hui un pittoresque marché indien plein de couleurs et de vie locale.
Au fil des années, et avec la venue des touristes de plus en plus nombreux en Cusco, le marché traditionnel de Pisac fait place à un afflux d'artisanat d'origine douteuse, dont les produits plus ou moins importés ne profitent malheureusement pas toujours à la main-d'œuvre locale, qui, comme l'ensemble de la population, perpétue ses coutumes et ses traditions à travers les rues pour le plaisir des étrangers de passage. Mais les étalages colorés de produits manufacturés en série pour les touristes empiètent de jour en jour sur l'emplacement des tractations paysannes qui sont rejetées hors de la place centrale, tandis que tous les stands sont accaparés pour vendre des articles touristiques à des prix encore plus élevés qu'à Cusco. Ô grande ville, je te salue, s'exclamaient ainsi ceux qui, à l'époque Inca, avaient la chance de visiter Cusco, en inclinant la tête, genoux à terre, lorsqu'ils arrivaient aux portes de la capitale de l'Empire Inca. Cusco, capitale déchue, était une ville de Dieu, située entre le ciel et la terre, à 3350 mètres d'altitude, à un endroit où l'atmosphère et la lumière ont des caractéristiques particulières. Elle fut la ville identifiée au culte du dieu soleil, et seulement les nobles et les guerriers pouvaient y habiter. À tel point que si deux personnes se croisaient sur un chemin royal, celle qui n'avait pas vu Cusco s'effaçait et s'inclinait respectueusement devant celle qui venait de la capitale. À la croyance ancienne du dieu soleil se sont ajoutés les noms de nouveaux dieux et l'adoration de l'enfant Jésus et de la Vierge, créant un fanatisme, source de maintes sacrifices pour les Indiens. Si la cathédrale, dominant la grande place d'Armes, marque l'époque catholique et la conquête espagnole, Cusco fut fondée, suivant la légende, par Manco Capac et Mama Oloc, les enfants du soleil, qui sortirent un jour du lac Titicaca et reçurent l'ordre de leur père, le soleil, de bâtir une ville sur les flancs de la cordillère Vilcanota. Cusco signifie « centre du monde ». La ville fut dotée de toutes les techniques conçues par les Incas, et des hommes de relais pouvaient même apporter le poisson frais depuis la côte. La ville était couverte d'or et d'argent, regorgée de richesses. Le Coricancha, temple du soleil, était couvert d'or. La statue du soleil était en pierre précieuse. Il y avait même des plantes, des lézards, et même 20 lamas grandeur nature en or massif. Aussi, le 15 novembre 1533, quand l'Espagnol Francisco Pizarro fut aux portes de Cusco, il fut émerveillé par sa beauté et ses énormes quantités d'or et d'argent éblouissant au soleil. Il n'en fallut pas davantage pour faire perdre la tête aux conquistadors. Il ne reste presque plus rien de nos jours de l'origine inca de Cusco, qui demeura encore longtemps la ville la plus importante d'Amérique. Elle fut entièrement pillée. Les Espagnols ont construit leurs temples, leurs maisons et même leurs forteresses au-dessus des murs incaïques. Mais s'ils purent démolir temples et palais, il leur fut impossible de passer outre au schéma urbain élaboré par les fondateurs. De la capitale inca, on a apparemment peu de traces dans la ville actuelle. Partout, les monuments espagnols dominent, au-delà de quelques pierres et fondations conservées par l'architecture coloniale. C'est le dédale des rues qui rappelle la présence précolombienne, des ruelles à dimension humaine, souvent à flanc de colline, où sont conservées certaines coutumes et l'orgueil de la race, parfois dissimulés par une passivité et une soumission trompeuse, une discrétion qui fait le charme de cette agréable cité des Andes. Capitale de l'Empire Inca, Cusco demeura la ville la plus importante d'Amérique, même durant la souveraineté espagnole. Le Pérou devient indépendant en 1821 et les troupes espagnoles sont définitivement défaites en 1824. Le nouveau pays est entouré de l'Équateur au nord, du Brésil sur toute sa frontière est, de la Bolivie au sud-est, de la Colombie au nord-est et le Chili à l'extrême sud. Le lac Titicaca sépare le Pérou de la Bolivie au sud-est. Ce sera notre prochaine étape que nous rejoindrons par le petit train des Andes qui relie Cusco à Puno à travers les hauts plateaux andins.
mensajera que envuelves el tiempo con mantos de notas y ponchos de soles, lleva a tus mujeres mi fuego más sediento, riega con mi copla tu tierra ancestral con la voz. Avec la ligne de Lima à Huancayo, la voie ferrée qui va de Cusco à Puno est une des plus hautes du monde, puisqu'elle franchit le col de la Raya à 4313 mètres d'altitude. Le chemin de fer monte à l'assaut du haut plateau andin, quitte la vallée de Cusco et longe le fleuve Huantané en découvrant de majestueux paysages de hautes montagnes, de vallées profondes et de lacs immenses. Le train traverse ensuite d'interminables étendues désertes recouvertes d'un herbage maigrichon que la neige brûle parfois en permanence à longueur d'année et qui suffit à peine à nourrir les importants troupeaux de lamas et d'alpagas qui regardent passer les trains avec tristesse. À de telles altitudes, rendant la respiration particulièrement difficile par manque d'oxygène, il n'est pas rare de voir la neige tomber sur les gens blottis sous d'épais panchos et de chaudes couvertures de laine dans des gares isolées. Mais un peu plus loin, tandis que le train s'arrête en pleine voie, une source d'eau chaude sulfureuse met la terre fumante en ébullition, réchauffant l'air sec et froid qui règne à cette altitude, où les sommets les plus hauts sont réduits à de simples montagnes auxquelles s'accrochent les nuages. Mensajera que envuelves el tiempo con mantos de notas y ponchos de soles. Puno est le terminus du train. La ville est située au bord du célèbre lac Titicaca et demeure l'une des portes d'entrée en Bolivie. Maigre résidu de la mer intérieure qui devait recouvrir l'altiplateau andin voici quelques millénaires, le lac Titicaca est le lac navigable le plus haut du monde, puisqu'il se trouve à 3812 mètres d'altitude. C'est aussi un lac en danger, car compte tenu de son altitude et de la transparence de l'atmosphère, l'évaporation de l'eau y est exceptionnelle. Aussi s'assèche-t-il un peu plus chaque année, la pluie tombant insuffisamment. Mais il faudra encore bien des siècles pour détruire totalement ce petit univers lacustre. Très peuplé, les bords du lac Titicaca hébergent essentiellement des Aymaras, ces premiers agriculteurs de l'altiplateau, particulièrement adaptés à un milieu très dur. Heureusement, la présence du lac adoucit la température. L'agriculture devient possible, tout comme la pêche, qui fait recette avec l'introduction néfaste de la truite qui a détruit la plupart des autres poissons du lac. Les riverains doivent donc faire des miracles pour survivre et obtenir de maigres ressources. Les caractéristiques de ce climat hostile ont contribué à forger la mentalité du paysan aymara. Il est fier, tenace, habitué à la vie dure, malgré des apparences fort sereines, tel cet habitant de l'île de Tequila qui, à l'image de tous ses concitoyens, tricote des lainages d'artisanat qu'il revendra avec une infime rémunération.
Avec ses 8100 km², le lac Titicaca est une véritable mer intérieure et ses vagues un jour de tempête sont particulièrement furieuses, poussées par des vents puissants provenant des montagnes. C'est en 1872 que le premier vapeur a navigué sur le lac, construit sur place, pièce par pièce, avec des éléments apportés à dos de mulet. D'énormes bateaux y sont actuellement en service. L'une des ressources principales du lac Titicaca est la totora, sorte de jonc qui pousse dans les eaux basses des rives du lac. La totora sert non seulement à l'engraissage du bétail, mais pour certains descendants des Indiens Huros au large de Puno, la totora est indispensable puisqu'ils en bâtissent leurs maisons et leurs barques, et c'est même sur l'entassement de ces roseaux qu'ils habitent, ce qu'on appelle les îles flottantes. Chassés, déportés, les Indiens Huros se considéraient différents et n'aspiraient qu'à préserver leur tranquillité, ce qui aboutit à l'extinction de la race. Actuellement, leurs descendants sont des métis d'Huros et d'Aymaras qui ont conservé des coutumes très particulières au sein de leur univers de totora. Les îles ont un plancher de totora qui flotte sur le lac, les maisons sont en totora, les embarcations aussi, les feux sont alimentés de totora, les hommes eux-mêmes se nourrissent encore un peu de totora. Autrefois, ils s'habillaient de totora. Aujourd'hui, le tourisme est devenu une de leurs principales ressources, ce qui n'est sans doute pas un mal pour eux, mais ce qui provoque souvent la déception du visiteur qui en veut bien sûr pour son argent.
nord-est du Pérou se situe une immense région de forêt, la selva ou forêt amazonienne. Le bassin de l'Amazone est le plus important du monde. Il apporte 1/5 des eaux qui se déversent dans les océans du globe. La source reconnue de l'Amazone se situe à 190 km de la côte pacifique, dans les Andes péruviennes, à 5200 mètres d'altitude, alors que le fleuve se jette dans l'océan Atlantique du côté opposé, après 6400 km de cours. Les cargos peuvent le remonter jusqu'à Iquitos, à 3700 km de son embouchure. C'est de cette ville, accessible seulement en avion ou en bateau, que nous irons à la découverte de l'Amazone péruvienne. L'Amazonie, c'est d'abord l'eau jaune du fleuve, un débit 12 fois supérieur à celui du Mississippi, 4 fois à celui du Nil. 1100 affluents, dont 17 sont plus longs que le Rhin, quadrillent un territoire 10 fois grand comme la France. Il pleut beaucoup en Amazonie, et souvent sous forme de déluge qui ne dure que quelques minutes. La combinaison des pluies torrentielles et d'une chaleur toujours supérieure à 25 degrés crée une végétation particulièrement luxuriante, favorable à une vie animale intense, que ce soit dans les forêts ou dans les eaux. Les grands marécages, anciens méandres abandonnés qui forment une espèce de no man's land entre la forêt et le fleuve, sont le refuge de nombreux animaux aquatiques, tels la tortue d'eau douce qui chemine maladroitement entre les herbes, et bien sûr le caïman, qu'il n'est pas recommandé de confondre avec l'un des nombreux troncs d'arbres qui descendent le fleuve. Se faufile toujours discrètement à la lisière de l'herbe et de l'eau, tandis que de gros oiseaux survolent les eaux troubles à la recherche d'une proie difficile à repérer. S'il est difficile de rencontrer de gros animaux dans la forêt amazonienne, mis à part les oiseaux, les singes et quelques reptiles, encore faut-il les voir, on ne manquera pas de rencontrer des insectes et autres plaisirs de ce genre, qu'il s'agisse de moustiques, de mouches, d'araignées ou de fourmis. On trouve plus d'espèces de ces derniers que dans aucun autre continent. D'ailleurs, dans cette forêt, où il fait très sombre et où il fait très chaud, il n'est pas recommandé de rencontrer de gros animaux qui se sont adaptés, eux, à ce milieu particulier et qui savent grimper aux arbres, courir et nager, ce qui n'est pas en général notre cas. La végétation épaisse laisse difficilement filtrer le soleil. Elle forme un toit élevé et presque fermé. L'ombre est si profonde en bas que les plantes ne s'y développent pas ou poussent tout droit à la recherche du soleil. Ce sont donc les feuilles, les troncs et les herbes qui abondent. Le sous-bois n'est bien sûr pas un désert. La présence de la lumière favorise l'apparition de palmiers, de fougères, de multiples arbustes et d'herbes entre les filets de lianes qui tombent de la cime des arbres. La faune n'est donc pas très favorisée par les conditions végétales. Les plantes sont pauvres en minéraux, protéines et vitamines, ce qui nuit aux herbivores indirectement, aux carnivores et par là même à l'homme. Voici au sommet un arbre, un singe dont l'importance de la queue permet une utilisation très rationnelle. Le tapir, sorte de porc, se nourrissant principalement d'insectes qu'il aspire avec sa courte trompe. Et bien sûr, une multitude d'oiseaux allant du vautour au perroquet multicolore.
Malgré la présence d'une végétation abondante, les fruits sont rares en Amazone, et les fleurs encore plus. Celles-ci fleurissaient à proximité du campement touristique et faisaient l'objet d'une attention bien particulière. La présence humaine en Amazone est restée très limitée, les hommes se dispersant dans la nature par petits groupes, en vivant dans les zones favorables, faisant de grands efforts pour s'intégrer au milieu naturel. C'est l'exploitation du caoutchouc qui, au siècle dernier, débusqua les populations natives et les réduisit à l'esclavage pour ce nouvel ordre capitaliste. De surcroît, l'époque du caoutchouc étant révolue, tous les Indiens furent au chômage et vivent maintenant dans l'attente de l'exploitation du pétrole dont des gisements ont été découverts récemment au nord-est du Pérou, en pleine forêt vierge. Chacun de ces cycles du progrès tente à arracher les Indiens de leurs lieux habituels de vie et de travail. En règle générale, ils s'entassent dans d'effroyables bidonvilles insalubres autour des grandes villes industrielles comme Belém à Iquitos. Ceux qui n'ont pas cédé à la tentation du système demeurent dans leur milieu. Ceux que vous voyez ici, de la tribu des Chunchos, s'emplument chaque jour contre menus objets pour le plaisir des touristes, ce qui leur permet d'éviter au moins le ghetto des grandes villes, tout en conservant des coutumes qui, sans cette mascarade, auraient sans doute disparu. De quel charme et de quelle merveille peut-on bien parler après avoir démoli l'image de l'Amazonie luxuriante au profit de celle d'une région moribonde? Démystifier ne peut en fait qu'être utile. L'Amazonie n'a nul besoin de toutes ces fables. Elle recèle suffisamment de mystère et de magie, car la nature et le foisonnement de la vie méritent bien ici le voyage. En 1532, l'Espagnol Pizarro débarque en Amérique du Sud et envahit l'Empire Inca, remplaçant cette société par une société coloniale dont l'objectif majeur était le pillage massif et immédiat de toutes les richesses au profit de la couronne espagnole. Arequipa, au sud du pays, est un parfait exemple de cette époque coloniale. Avant d'atterrir à Arequipa, seconde ville du Pérou, l'avion survole un paysage lunaire, volcanique, complètement désert et aride. À mi-chemin de l'océan et des sommets andins, le volcan Misti, véritable phare d'Arequipa, avec ses 5835 mètres d'altitude, domine la plaine de son sommet enneigé. Si Arequipa existe, c'est d'abord grâce à l'extraordinaire fertilité de son oasis, où un climat stable et ensoleillé, ainsi qu'un sol riche, se combinent pour permettre plusieurs récoltes de céréales par an. Les Espagnols, qui s'établirent sur place dès le XVIe siècle, mirent le maximum de sol disponible en valeur dans le style méditerranéen, c'est-à-dire avec des arbres fruitiers, des oliviers, du blé, de la vigne.
c'était la naissance d'un nouveau type de paysan, le moyen ou grand agriculteur s'occupant directement de la bonne marche de sa propre exploitation. Si Arequipa existe, c'est également grâce au travail des paysans et des mineurs andins. La ville se trouvait placée sur la route de l'argent qui, extrait des mines de Potosi à l'est, était acheminé sur l'océan pour être embarqué vers l'Espagne. C'est donc le commerce qui fut la seconde base sur laquelle s'est édifié Arequipa, et ce rôle s'est accru dans le temps, surtout depuis la construction du chemin de fer en 1870. Les commerces et les industries de transformation se concentrèrent à Arequipa. Ville de praticiens plutôt que de courtisans comme Lima, Arequipa s'accrut et s'embellit en créant une architecture spéciale adaptée aux nombreux séismes et à l'absence de bois dans le désert environnant. L'utilisation du sillar, pierre volcanique légère et solide de teinte gris clair, a valu à la ville son surnom de Cité Blanche. La cathédrale que vous voyez et la magnifique place d'armes de pur style espagnol avec ses arcades en sont de parfaits exemples. Arequipa s'élève sur une zone volcanique secouée par de fréquents tremblements de terre. On voit ici la cloche qui reste le seul vestige de la tour qui ornait l'église de la Compagnie datant de 1654 et qui a été détruite lors du dernier tremblement de terre. L'architecture espagnole est omniprésente tout au long d'une flânerie à travers la ville.
Mais ce n'est rien si vous n'avez pas l'occasion de visiter le monastère de Santa Catalina, véritable petite ville dans la ville, avec son église, ses quartiers, ses rues rappelant ô combien l'Espagne, ses petites places où il fait bon s'arrêter. Fondé en 1580, ce couvent recevait toutes les femmes qui souhaitaient s'y retirer. Pour y être admises, elles devaient faire une dot au couvent. En 1750, il y vivait 75 religieuses, 51 novices et 200 servantes. Le couvent est entièrement entouré de remparts, à l'intérieur desquels l'architecture a cherché à recréer l'ambiance de la région d'Espagne d'où chaque religieuse était originaire. Les maisons ont conservé le nom de leur propriétaire. Le monastère de Santa Catalina a été la scène d'innombrables histoires et légendes qui demeurent toujours vivantes. D'autres petites églises, déjà intégrées par la croissance de la ville, ont conservé le caractère paisible et rural des villages auxquels elles appartenaient. Telle ici, l'église de Caïma qui présente un portail baroque fort intéressant. Ce dernier édifice religieux nous permettra de refermer la page d'Arequipa et de son profond passé colonialiste. Le conquérant crut avoir déjà vu cette terre auparavant. Le soleil et l'aridité du sol lui rappelaient la Castille. Lentement, il prit son épée et traça un carré. La ville fut fondée. C'était le 15 janvier 1536, ainsi naquit Lima. Lima, capitale du Pérou, où l'ancien palais du vice-roi d'Espagne, au fond de la place d'Armes, est aujourd'hui le siège de la présidence et du gouvernement, un bâtiment bien protégé et où la relève de la garde n'a rien à envier au palais de Buckingham à Londres, de par ses fastes et de par son spectacle.
Parmi les 45 villes fondées par les conquérants espagnols, Lima fut la ville préférée des Andalous grâce à la mer. C'était aussi une sortie de secours en cas d'attaque des populations nouvellement conquises. Très vite, Lima devint le centre commercial de toute l'Amérique du Sud. Couvents et édifices religieux entouraient cette ville qui, au XVIIe siècle, comptait 26 000 habitants. Le vice-roi d'Espagne avait établi une petite cour et Lima rêvait d'être aussi castillane que Madrid. Le fait d'être le centre politique de la colonie et surtout de jouir de tous les bénéfices économiques qui en découlaient la rendirent imperméable aux idées d'indépendance qui secouaient toute l'Amérique latine. San Martin proclama l'indépendance et ce n'est qu'un siècle plus tard, en 1921, que Lima commence à s'étendre sur ses 4 côtés. Tout cela fut construit avec l'aide de crédits étrangers. Entre 1920 et 1931, la population de Lima augmente de 80%, passant de 223 000 à 400 000 habitants. Aujourd'hui, elle en compte 4 millions, d'où d'énormes problèmes de déplacement. Les larges avenues sont envahies d'autos et d'autocars, en plus ou moins bon état, le bruit est incessant, la pollution critique, l'activité commerciale du centre est intense, bref, tous les symptômes de la grande ville. La seconde vague des immigrants, dans les années 1940-1950, est d'origine paysanne, principalement des Andes et de l'Amazone, constituant un sous-prolétariat. En même temps qu'augmente la population, augmentent aussi les sous-emplois et le chômage. Ces nouveaux venus déshérités s'installent dans les environs de la ville, occupent des déserts qui entourent Lima et tentent de reproduire les éléments d'organisation de ces communautés indigènes. Ce sont les bidonvilles ou barriadas qui hébergent près de 40% de la population actuelle, une population bien souvent oisive, vivant du moindre gain éventuel de sous-commerce et de services. Parcourir Lima, après avoir visité le reste du pays,
permet de capter un résumé des contradictions profondes du Pérou. La centralisation des activités, le racisme social, l'impasse de la misère dans un système trop inégal et déséquilibré, la superposition de cultures et d'intérêts différents, le passé marqué par les héritages précolombiens et incas, la mentalité courtisane engendrée par la colonisation, les pressions des nouveaux impérialismes à travers une bourgeoisie sans personnalité et la montée des problèmes populaires. Aussi, la population prolétarienne réagit-elle massivement à l'inégalité sociale en descendant souvent dans la rue, pieds nus, femmes et enfants en tête. Une longue histoire de domination et d'abus ayant également conduit tout ce peuple à résister systématiquement aux exigences des exploiteurs par la passivité du plus grand fatalisme, les populations en grande majorité paysannes se réveillent aujourd'hui, formant une opposition bigarrée et contradictoire au gouvernement de droite, épaulé par les militaires en proie eux-mêmes à d'innombrables contradictions et strictement surveillés par les États-Unis. Alors, les mouvements populaires, les luttes de grandes envergures, souvent issues de la base, tendent à se diluer par suite de conflits internes d'une gauche très diversée entre communistes, marxistes-léninistes et trotskistes. Mais par-dessus tout, voilà qui pourrait rendre jaloux n'importe quel parti politique. Jamais, aucun d'entre eux n'est jamais parvenu à provoquer de telles agglomérations de foule qu'au cours d'une de ces extraordinaires processions religieuses qui ont lieu en l'honneur du Señor de los Milagros, saint patron du Pérou, et que suivent plusieurs fois par an des milliers et des milliers de Péruviens parés de violet. Si les Péruviens sont très attachés à leur foi catholique et sont de très fervents pratiquants, il en est de même pour leur tradition, leur folklore et leur musique qui, comme leurs célèbres combats de taureaux et de coqs, sont un peu de leur raison de vivre. La nuit tombée, l'accueil dans les pénasses et chaleureuses et la musique envoûtante avec la quena, flûte longue, l'antana, flûte de pan, la tinia, petit tambour, et la harpe andine horizontale qui donnent des sonorités aiguës et fort pénétrantes. Mais tout n'est pas que danse et musique. À l'occasion de l'explosion démographique de Lima à partir de 1930, des spéculateurs immobiliers achetèrent de grandes étendues de terrain en dehors du périmètre urbain, où s'amoncellent maintenant des taudis, en attendant leur revente à prix d'or. Dans ces barriados, sans eau ni électricité, construits de glaise, de planches et de paille, s'entassent des milliers d'immigrants venus des Andes et de l'Amazone, plus de 40% de la population de Lima. Mais, même en rebaptisant ces bidonvilles de Pueblos Jóvenes, villages jeunes, n'est-ce pas une triste destinée pour beaucoup de Péruviens de vivre ainsi, sous un ciel gris et monotone, caractérisé par la garroua, crachin qui règne ici pratiquement à longueur d'année, et que le soleil ne transperce que trop rarement, pour un peuple qui, justement, avait fait du soleil
son Dieu.